Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Matcha and Talk. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un invité de choix. Je suis avec Mortaza. Bonjour Léa, Comment, merci pour comment vas-tu? l'invitation, merci beaucoup. Alors c'est super, voilà, j'avais une journée bien un peu chargée, mais sinon ça va. J'ai hâte de tester ton matcha. T'es content d'être là? Oui. Tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas déjà. D'accord, donc alors je m'appelle Mortaza Beboudi, je suis journaliste et j'ai 31 ans, je suis en France depuis 10 ans et je travaille avec plusieurs médias dans France Télévisions, Arte et voilà. Je travaille sur les zones de conflit, surtout l'Afghanistan, l'Iran, un peu la Grèce. Je fais les zones de conflit et à la fois l'immigration. Pourquoi l'immigration? Parce qu'on essaie de parler de l'immigration autrement. Et puis aussi, j'adore le Groenland, donc je voyage assez souvent au Groenland pour parler aussi des populations inuites et sur les changements climatiques. Trop chouette. Et aujourd'hui, notamment, ton actualité, c'est ton nouveau livre qui s'appelle Fixeur. Oui, et justement, en fait, après, cette année, j'ai publié 2 livres. Oui. Donc, un premier en français s'appelle Femme, vie, liberté, un reporter infiltré au corps de la révolte iranienne. Donc, c'est un livre d'enquête que j'ai coécrit avec Marine Courtade, une collègue à moi. Je raconte comment je me suis infiltré en Iran pendant le mouvement populaire Femme, vie, liberté en 2022, suite à la mort de Mahsa Amini, cette jeune fille qui a été tuée par la police des mœurs parce que son foulard était mal ajusté. Et donc, c'était publié en février de cette année. Tu as eu beaucoup de ventes sur ce livre? Beaucoup de ventes, un écho énorme, un écho médiatique assez bien, quoi. J'ai fait tous les plateaux, donc 28 minutes sur Arte, enfin tout partout. Donc on a bien vendu ça, on était invités partout, on était présélectionnés finalistes de 2 prix littéraires. Et donc ce nouveau livre, c'est en anglais, c'est mon premier livre en anglais. Bravo. Il s'appelle Fixers, Reporters Without Bylines. C'est les fixeurs, donc les fixeurs de guerre, les fixeurs, ces personnes qui accompagnent les journalistes sur les terrains de guerre. Ça n'existe pas en fait un contrat pour ces personnes. Donc le fixeur, être un guide. La plupart des fixeuses ukrainiennes, rappeler et donc on leur dit faut trouver un sujet autour de ça. Il me faut donc là c'est la personne se débrouille de trouver l'histoire. Une histoire que le journaliste ou la journaliste a envie de raconter à travers son reportage. Donc en fait, en gros, il fait tout. Pourquoi tu as eu envie de faire un livre sur ça? Est-ce que c'est un rôle que toi, tu as dû avoir des fois? Alors, on raconte avec Oksana Lyuta, donc c'est avec qui j'ai coécrit le bouquin. Donc Oksana, c'est une fixeuse ukrainienne. Donc on raconte nos expériences et l'expérience d'autres fixeurs, nos confrères, nos consorts. Donc oui, je raconte l'Afghanistan, comment je suis devenu fixeur depuis 2014, alors que j'étais un journaliste local aussi, parce que la plupart des fixeurs sont des journalistes locaux. Ce sont des journalistes locaux et locales qui connaissent le terrain, qui parlent la langue, qui peuvent obtenir des interviews, quoi. Toi, tu as été journaliste en Afghanistan avant d'arriver en France. Oui, alors moi je suis journaliste depuis 2012. J'ai notamment travaillé sur les attentats en Afghanistan, notamment sur la population, contre la population Hazara. Enfin, le livre Fixeur, on raconte aussi notre métier méconnu. Parce que être un fixeur, c'est quelqu'un qui n'a pas de contrat ni assurance. Un journaliste m'appelle. Trouve-moi, débrouille-toi, trouve une histoire sur les mariages forcés. Et donc, tu trouves la personne. Toi, du coup, maintenant, tu travailles en France et tu dois encore faire le rôle de fixeur à distance. Non, en fait, ça dépend. Sur le papier, on dit qu'on est des producers, donc les producteurs, mais en vrai, c'est fixeur. Et donc, comme on connaît le terrain, un terrain particulier, même étant journaliste, je peux donner des conseils, trouver des personnages. Tu as la double casquette aujourd'hui. Les doubles casquettes et aussi trouver notamment les fixeurs sur le terrain. Par exemple, quelqu'un qui a envie de partir au Groenland, donc il me demande est-ce que pour ça tu connais quelqu'un qui peut traduire des choses pour moi et m'aider à travers mon tournage. En Afghanistan, en Ukraine, ailleurs, dans les camps de réfugiés. Donc comment faire? Parce qu'il faut savoir comment tourner, comment interviewer. On est comme des ponts en fait. Des ponts
invisibilisé. Toi, tu te considères du coup à la fois journaliste et à la fois fixeur. Bah, en fait, non. Je suis journaliste, donc fixeur, c'était une autre vie, c'était avant. Et donc, comme je réalise beaucoup de documentaires, donc voilà. On peut pas. Quand tu es journaliste, il faut aussi savoir trouver des histoires. Faut pas toujours compter sur le fixeur, parce que un fixeur va pas tout faire. Donc, à un moment donné, donc moi, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui m'a demandé, un journaliste, ah Mortaza, débrouille-toi, trouve-moi une histoire. Voilà. Tu trouves tout, la personne débarque, il tourne et il se casse. En fait, c'est toi qui as fait tout. Et donc, la personne, le journaliste, il est arrivé, il n'a rien fait. Ça t'est arrivé quand? Ça m'est arrivé, je ne vais pas nommer, je ne vais pas dire. Mais dans quel pays? Ça m'est arrivé en Afghanistan. Avant que tu arrives en France? Non, quand j'étais en France même. Et donc, alors que j'étais moi-même voilà, sur le terrain, donc c'est alors qu'en fait, les crédits et la reconnaissance vont pour le journaliste, pour la journaliste. Et donc, en fait, tu n'es même pas parfois crédité, ton nom n'est même pas prononcé au journal. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est un métier méconnu. Et donc, ce qu'on nous dénonçait à travers ce bouquin, Fixers, avec Oksana, parce que c'est une histoire internationale, c'est pour ça qu'on a envie d'écrire ça. Oksana, il est francophone. Et donc, on a envie d'écrire ça en anglais pour toucher un grand public, pour toucher, parce que être fixeur, aussi, ça arrive partout. Hein. Du coup, on n'est pas forcément journaliste quand on est fixeur. Parfois, oui, parce qu'en fait, comme j'ai dit, les journalistes locaux, notamment, et ils sont des fixeurs aussi, oui, parce qu'ils connaissent le terrain. Quelqu'un peut être fixeur d'un terrain, en Ukraine, il y en a eu pas mal, notamment, même s'ils ne sont pas journalistes. Même s'ils ne sont pas journalistes, mais ils ont un set de contact. Parce qu'être fixeur, c'est la personne qui connaît le terrain. Donc, être un fixeur, c'est quelqu'un qui connaît le terrain, qui connaît les chemins sécurisés, qui a un grand carnet d'adresses, un réseau. Donc oui, on peut être fixeur, pas journaliste. Mais la plupart des fixeurs sont des journalistes locaux. Du coup, tu as déjà bu du matcha? Oui, j'ai bu du matcha. Ça fait pas longtemps. Moi, j'ai commencé à boire matcha depuis un mois. Ok. Ouais, je viens de découvrir en fait. Et t'aimes bien ça? Je préfère matcha qu'au café, oui. Je ne te cache pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un goût, j'adore, c'est naturel. Et puis aussi, j'aime bien avec la fraise, matcha fraise. On l'a vu ensemble. Oui. Hein. Ok, écoute, je vais te laisser commencer par préparer le tien. Est-ce que du coup, tu en as déjà préparé un? Oui, alors il faut 2 cuillères. Donc oui, c'est ça. Tu peux mettre quelques petites cuillères. Moi, tu sais, c'est cuillère afghan ou cuillère normale? Ça? Non, je dis cuillère afghan, ça veut dire c'est double. La dose. La dose, donc la dose. Tu mets la dose que tu veux. La dose afghan, si tu veux, il faut verser tout. Hein. Tu te calmes, ça coûte cher le petit pot. Du coup, il sort quand ton nouveau livre? Alors, on vient de recevoir les cartons aujourd'hui. Donc c'est dommage parce que j'ai pas un exemplaire à te montrer, parce que justement on vient de recevoir la livraison. Donc il sort, on a une soirée de lancement la semaine prochaine. Le 9 octobre. Jeudi 9 octobre à 19h au bar 61, dans le 19e on arrondissement. On invite tous les fans de Matcha Talk. Tous les fans de Matcha Talk, c'est à l'inauguration de ton livre. Voilà. Fixer, c'est au bar 61 la semaine prochaine, 9 octobre à 19h. Oksana, elle sera là, donc ukrainienne, fixeuse ukrainienne. Et donc on va vendre des livres, on va dédicacé le livre. Est-ce que tu veux qu'on ajoute des petits sirops est-ce qu'on dit la marque? Allez. Ah oui, j'adore. Tu veux qu'on ajoute des petits sirops Monin dans ton matcha? Alors, du coup, j'ai vanille, oui. Noisette, caramel beurre salé, pumpkin spice latte, enfin citrouille, et vanille. À ton avis, je suis breton. Caramel beurre salé. Non, ça c'est pumpkin, citrouille, prends pas ça. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Oui, t'es breton d'adoption, raconte-nous. C'est ça, Alors 2016, juste après un an, c'était un an après mon arrivée en France. En 2016, j'étais invité au festival de cinéma de Douarnenez. Donc Douarnenez, c'est au Finistère, c'est une petite ville. Donc j'étais invité pour parler de la liberté de la presse en Afghanistan, dans le cadre du festival de cinéma. Et donc, je suis tombé amoureux de cette ville, hein. Parce que tous les 10 mètres, il y avait un bonjour, les gens étaient trop sympas, il y avait bande de minuit. Bande de minuit, parce qu'en même temps, chaque soir après le chapiteau, donc la musique et tout, donc on faisait un bain de minuit, et puis voilà, et puis après on picolait, et puis après, faut pas picoler. T'aimes bien faire la fête, toi. Ouais, ça. Toi, t'aimes bien faire la fête, J'adore la fête, donc voilà, faut boire ça avec l'attention, donc faut pas trop boire, je vous dis. J'espère que t'aimes bien l'amande, c'est le dernier lait qui me reste. Oui, merci.
Et donc voilà, j'y vais tout le temps maintenant. Je fais l'éducation aux médias aussi. Donc c'est-à-dire que c'est quoi l'éducation aux médias? Je donne des cours dans les lycées et collèges. Je fais des ateliers d'éducation aux médias pour donc sensibiliser les jeunes sur les sujets de la liberté de la presse, sur comment vérifier les vidéos, les photos. On présente les outils. On va goûter ça. Franchement, j'ai trop hâte de goûter, ça a l'air trop bon. Je peux mixer, hein? Ouais, vas-y, alors il faut vraiment laisser Ouais, au c'est fond bon, et ouais. pas très fort, ça va nous gicler dessus sinon. Voilà, faut pas lever, hein. Voilà. Non. Ah, Voilà, c'est bon, t'as bon, fait des bulles, c'est bien. Ouais, C'est bien, vas-y, à moi. Il a un peu cassé ce... Oula, c'est pour ça. Allez, hop, imagine on arrête les conneries. Allez, on Voilà. cheers. Cheers, salamati en persan. Est-ce que tu veux qu'on raconte comment on s'est rencontrés? Oui, oui, grave. Alors, on s'est rencontrés au festival Solidays en 2017. Oui. C'était 2017? Non, je me souviens plus. Ouais, donc 2017, voilà, c'était je crois. Solidays où j'avais un badge presse pour photographier Angel. Moi, Il n'était pas j'attends. connu. Bah non, on a bossé ensemble tout le Oui. week-end en fait. Bah, c'est ça, oui, voilà. Et est-ce que tu as aimé mes photos d'Angel? Bah oui, Ah, c'était c'était en trop fait, belle tes j'ai photos. envoyé à Angel pour Oui. valider et elle a validé toutes les photos. Ah, c'était Et il y en a une qui a incroyable. été diffusée, non? Oui, c'est ça. Hmm. Et j'adorais la photo où elle fait comme ça. Mm. Et donc là, c'est assez un personnage très fort. Et puis aussi, quand même, c'est comme un Girl boss. Ah oui, un girl boss, quoi. Et donc, non, c'était chouette. Et puis après, depuis, j'y vais au Solidays. Hein. Moi, j'adore ça. Moi aussi, j'adore ce festival. Préféré. Moi aussi. Solidays. J'aimerais bien y retourner. Oui. J'ai pas été l'année Grave, dernière. l'année prochaine. J'aimerais bien qu'on y retourne. Ouais. Bah oui, on va le faire. Et puis aussi, il s'appelle comment, le Lollapalooza? J'ai pas trop Moi, j'ai aimé jamais le fait. Lollapalooza. Ah, ça c'est filmé. J'ai jamais fait Lollapalooza. J'ai déjà fait Will of Green. Will of Green, c'est Mis bien. à part les fois où on a fini dans la boue, ça va. Ah oui, là. Il y a eu quand même plusieurs Attends. éditions dans la boue. Ah, on a rencontré une youtubeuse aussi quand on s'est rencontrés, non? C'était qui? Je me souviens plus. Enfin, c'était quelqu'un d'inconnu, enfin, je sais pas. Mais voilà. Et on s'est rencontrés là et depuis on se quitte plus. Ouais, c'est vrai. Ah, Bah, c'est vrai, c'est vrai. merde. Bah, en fait, quand on s'est rencontrés, les mois qui ont suivi, après, on a fait plein d'événements presse. Ouais. On est allé, on a fait plein d'autres événements, Ouais, plein d'autres bah oui. festivals. Enfin, voilà. On est croisé devenus ailleurs. on est devenus besties, quoi. Bah là. Voilà. Et depuis, On alors, a fait ton mariage on avec a ta fait, femme. voilà, c'était un mariage à Douarnenez. Oui. Puis après, on a fait beaucoup de fêtes. Beaucoup festivals. de voyages. Beaucoup de... Ouais, on est parti en Laponie. On est parti en Laponie en 24 heures. Enfin, on a décidé comme Parce ça. que faut savoir que Mortaza, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui Alors, adore c'est- partir sur un coup de tête. Et toutes moi les aussi, semaines. j'aime Ouais. bien ça. Et bah, en fait, sur un coup de tête, Mortaza, à chaque fois, il dit on part tout de suite. Et on est parti en Laponie. Non. L'idée, c'était d'aller partir au Jura, dans le Jura. Dans le Jura. Ouais. Voilà, dans le Sauf Jura. que la neige avait fondu. Oui, il y avait plus de neige, donc on dit bon. J'ai dit, je vous ai proposé qu'avec le même budget, on va partir ailleurs. Et pas n'importe où. en N'importe Laponie. où. En Laponie. Mais au même budget, donc c'est-à-dire on avait Ouais, 200 franchement, euros on n'a pas payé cher. Hein. Bah non, on avait 200 euros par personne, donc on est aller-retour en Laponie, donc Laponie quoi. Et avec un appartement compris avec sauna privé dedans. Donc, Et tu sais que ce voyage en début d'année, moi, ça m'a aidé à arrêter de fumer. ouais, c'est super, ça. Parce que je me suis rendu compte que c'était tellement pas cher, en fait, notre voyage. Ah, Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je garde cet argent que je mets dans les cigarettes pour faire plus de voyages comme oui, ça. tellement. Attends, cigarette, faut Mais du coup, ça fait presque 1 an que je fume plus. Bon, c'est bien. On parle de l'alcool, mais on parle aussi de pas fumer, donc c'est bien. On a beaucoup parlé des zones de conflit dont tu parles dans ton livre, des fixeurs, etc. Toi, tu as fait beaucoup de zones de conflit. Il t'est arrivé quand même une épreuve assez difficile. Du coup, tu as été en otage par les talibans pendant 9 mois. Oui, pendant presque 10 mois. Presque 10 mois. Et j'avais envie de parler avec toi de la santé mentale des journalistes en zone de conflit. Est-ce que tu as envie d'en parler? Alors, le problème, c'est qu'en fait, quand les journalistes qui travaillent pour les grands médias, hein, comme France Télé, comme TF1, donc ils ont un service dédié, un service médical. Sauf que quand tu pars en tant que journaliste pigiste indépendant, donc il n'y a pas tout ça. Donc, tu n'es pas suivi au niveau psychologique, t'es pas, voilà. Heureusement après mon retour, j'ai eu accès à deux psychologues, une psychiatre, mais c'est pas facile. Hein. La plupart des journalistes pigistes n'ont pas accès à un psychologue.
Et donc, oui, oui, c'est difficile et aussi il n'y a pas d'assurance. C'est-à-dire, quand tu pars sur une zone de guerre, donc tu sais pas d'abord, enfin peut-être tu as un média, mais tu vas retrouver d'autres médias une fois que tu es sur place. Hmm. Donc aussi, tu as moins de sécurité, moins d'assurance voilà. Hmm. Et toi, du coup, tu te sens aujourd'hui de continuer à couvrir des zones Ah de oui, oui, guerre? attends, mais depuis, moi, je suis parti dans plusieurs zones de guerre. Bah, la première chose que j'ai fait, donc je suis allé dans la région Ouïghour, en Chine. Puis après, je suis allé, c'était la guerre plus récente, c'était un événement plus récent, c'était la guerre d'Iran-Israël. Bah, quand je suis allé avec l'équipe de France 2 à la frontière iranienne, en Turquie. J'ai fait des reportages on a fait des reportages sur les Iraniens qui quittaient l'Iran pendant la guerre parce qu'ils n'ont pas besoin de visa, donc ils venaient vivre en Turquie. Et donc, parce qu'on attendait aussi, si le régime tombe, donc on peut foncer, on peut entrer en Iran sans visa, quoi. Il y avait ça, je suis parti en Irak. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, moi je pars tout le temps, hein. Je suis allé au Groenland plusieurs fois. Il y avait J.D. Vance qui voulait annexer Groenland. J'étais le seul journaliste, je faisais des plateaux pour toutes les télés, j'ai fait des reportages, alors qu'il faisait moins 25 degrés, en peau d'ours. T'es quand même très... On mettra des photos avec ta peau d'ours. Ouais. T'es quand même très téméraire quand même. Enfin, c'est une qualité qu'il faut être quand on est journaliste. Quand on est journaliste de terrain, journaliste de guerre, il faut savoir parler plusieurs langues. Donc oui, donc ça c'est important. Puis ici, il faut être multitâche, multilangue. Donc les deux, multitâche, multilangue. Donc il faut savoir filmer, parler plusieurs langues, réaliser, parler en direct, faire le montage. Oui, je suis multitâche et multilangue. Donc quand je vais en Irak, donc je parle arabe, donc je parle directement aux personnes. Et quand je vais en Iran, donc je parle le persan. Dans les pays francophones, je parle le français. Quand je vais dans les pays anglophones, je parle anglais. Avoir plus de confiance des gens locaux, donc il te faut un fixeur. Parce que c'est le fixeur qui fait le pont, en fait. Si t'as pas de connaissances sur place, du coup. Voilà, c'est le fixeur qui va parler aux gens, dire que voilà, moi je connais ces journalistes, il veut parler, il veut vous donner la parole, il vous aider, dénoncer quelque chose. Donc c'est créer un pont. Donc c'est important en fait de travailler des fixeurs, donc alors qu'en fait on les nomme jamais, quoi. Dans nos reportages, donc on donne pas de crédit, donc rien du tout. On parle de plus en plus aujourd'hui, heureusement, mais avant c'était si un fixeur tuait sur les terrains de guerre, c'est fini, quoi. Donc aucune assurance, aucun contrat, donc même le média qui avait pris le fixeur, donc il va pas lui payer ou payer sa famille parce qu'il a bossé pour tel média. Et par exemple, si un fixeur est blessé sur un terrain de guerre, donc il ne va pas recevoir de l'argent hospitalisé parce qu'il bossait pour un média. Sauf qu'en fait, sur les terrains de guerre, comme en Afghanistan, la plupart des interprètes et des anciens auxiliaires de l'armée française et des fixeurs pour les médias étrangers, moi je connais plusieurs, abandonnés en Afghanistan, et les médias avec qui la personne a travaillé, donc ne veut pas évacuer la personne, alors qu'il a risqué sa vie pour témoigner, pour aider ces journalistes occidentaux et étrangers. Donc il est abandonné, il n'a pas de passeport pour partir, alors que les journalistes, quand nous on part sur une zone de guerre, donc on peut toujours partir avec nos passeports français, et alors que la personne sur place, donc il reste. Donc il risque la vie, parce que nous on peut raconter tout ce qu'on veut ici, et lui, elle reste. Et comment tu fais du coup pour assurer la sécurité de tes fixeurs sur place? Ce qu'on fait, nous, ça dépend. Parfois, les fixeurs qui ne veulent pas être, bien sûr, nommés, crédités, donc pour leur sécurité, bien sûr. Mais une fois, si la personne a envie d'être crédité et que lui, il a subi des dangers, tortures, menaces, donc c'est à nous de les protéger, les faire venir. C'est à nous de communiquer auprès des autorités locales, c'est-à-dire françaises, aller dire au ministère des Affaires étrangères. Nous, on a déjà aidé des fixeurs afghans et afghans pour venir en France, parce qu'ils nous ont aidés, elles nous ont aidés dans nos reportages. Moi, j'en connais plusieurs femmes afghanes, des journalistes locales qui m'ont aidé à réaliser des reportages pour France Inter, pour France 2 et pour Arte. Et aujourd'hui, elles sont là, heureusement. Mais j'ai entendu aussi d'autres fixeurs qui ont aidé certains médias français qui sont toujours en Afghanistan, abandonnés. Et le journaliste et la journaliste ne vont même pas répondre à ces messages.
Parce qu'au final, ils n'ont pas aussi de force de frappe pour les faire revenir ou... Parce qu'en fait, nous, on a tellement de missions, donc les journalistes de guerre, hein, on a tellement de missions d'un conflit à l'autre, on oublie les autres en fait. On oublie nos fixeurs qui nous ont aidés en Afghanistan. Parce qu'aujourd'hui, je me trouve en Colombie ou ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour mieux encadrer ça? Bah, sinon, aujourd'hui, ce qu'on nous on demande, en tant qu'ancien fixeur avec Oksana, voilà, qui travaille toujours en tant que fixeur, comment ça m'arrive, hein, donc on alerte sur la situation des fixeurs, parce que l'histoire des fixeurs, c'est pas l'histoire d'Afghanistan et d'Ukraine, c'est l'histoire Du monde entier. du monde entier. On peut être fixeur au Groenland, on peut être fixeur un peu partout, hein, et c'est pour ça qu'en fait, il faut un contrat pour ces fixeurs, il faut une assurance pour les fixeurs, pour ces fixeurs, parce que imaginez, on a perdu beaucoup de journalistes en Ukraine, des journalistes français qui avaient des fixeurs ukrainiennes. Imagine si la fixeur ukrainienne est tuée, blessée, on peut rien faire parce que la personne n'a pas de contrat, n'a pas d'assurance. Aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui. Donc il faut alerter sur la situation, il faut dire que donc moi j'ai entendu parler des journalistes obtenus des prix en France, de l'argent, alors qu'ils partagent entre eux. Et alors qu'il oublie le fixeur, la fixeuse. Ça, justement, j'allais te demander, la rémunération, ça se passe comment? Parce que toi, quand tu pars des fois à l'étranger, tu as une somme allouée aux fixeurs. Oui, voilà. Parce que moi, je suis journaliste, donc nous, ça m'est arrivé en Iran, par exemple, pour avoir, parce que moi, je suis afghan, franco-afghan, donc j'avais besoin d'un fixeur en Iran, une fixeuse. Donc oui, j'ai dû payer ma fixeuse en Iran, alors que même je parlais la langue en Iran, je connais l'Iran, mais je préfère avoir quelqu'un à côté de moi. Pour faire un peu plus local, quoi. Donc oui, on a de liquide, donc on retire et on les paye en cash. Parce que nous, les médias, ne veut pas donner un contrat à un fixeur local. Donc il n'y a pas de moyens, donc il n'y a pas de, au niveau administratif aujourd'hui, malheureusement, est impossible. C'est possible, hein, il faut créer cette procédure et puis aussi leur donner une assurance, c'est-à-dire les protéger à travers un contrat seulement. Donc je les payais en liquide, donc c'est le cas partout en Ukraine aujourd'hui. On les paye par jour. Les tarifs sont de 200 € jusqu'à 300-400 €, ça dépend de quelle zone de conflit. Et ils risquent leur vie, bien sûr. Moi j'ai entendu des fixeuses blessés dans les zones de guerre, notamment en Ukraine, alors que la personne n'a rien touché après. Alors qu'elle travaillait pour un grand média français. Moi, je nomme pas le média, mais c'était une fixeuse ukrainienne qui a été blessée et n'a rien touché. Et du coup, dans ton livre, tu fais témoigner des fixeurs? Je fais témoigner, on raconte la vie d'autres fixeurs, on raconte nos challenges, on raconte un peu aussi nos vies privées, parce que nous aussi, on a des vies. Et parce que comme j'ai dit, on vit dans deux mondes. Celui le monde des médias, de la presse étrangère, deadline, des délais, il faut faire vite, il faut pas dormir, voilà. Parce que parfois, ça m'est arrivé de travailler jusqu'à minuit, de 8h du matin jusqu'à minuit, 2h du matin pour envoyer le sujet, parce qu'avec les décalages horaires. Donc le 20h ici à Paris, c'est 23h par exemple en Afghanistan ou en Irak. Donc il faut bosser jusqu'à minuit. Donc voilà, c'est ce qu'on vaut aujourd'hui, c'est des contrats, des assurances pour les fixeurs. Ok, trop bien. Et mis à part ton livre, du coup, toi, tu travailles pour qui en ce moment? Enfin, c'est quoi ça se passe comment? Ouais, donc en tant que journaliste indépendant, réalisateur journaliste indépendant, donc je travaille. Mon dernier reportage avec une collègue, c'est sur Marine. Donc c'est Marine Courtat, c'est sur voyage impossible des Afghans. Donc ça, on raconte la vie des Afghans qui aujourd'hui, on parle des millions de femmes, hein, qui n'arrivent pas à sortir, qui sont aujourd'hui enfermées dans un pays prison à ciel ouvert. Tu en as parlé dernièrement sur ton Instagram du blackout, du coup d'internet. Blackout en Afghanistan, il y avait pendant plusieurs jours, il n'y avait pas d'internet. Donc tout le pays, sans Wi-Fi, sans internet sur le portable, rien du tout, sans fibre. Et donc, alors que depuis le retour des talibans en 2021, les filles ne peuvent plus étudier. Donc elles dépendaient justement de cours en ligne. Donc elles apprenaient à travers des cours en ligne. Donc il n'y avait plus d'internet pour elles. Déjà, elles vivent dans leur salon, elles sont coincées, elles sont enfermées chez elles dans leur salon. Elles ne peuvent
pas partir dans les parcs, aller se promener dans les parcs ou sortir dans un café, un restaurant. Aujourd'hui, tout est fermé pour elles. Et pas de salle de sport, rien du tout. Et elles ont aujourd'hui aucun droit en Afghanistan. Le dernier espoir, c'était Internet. Mais il n'y a plus d'Internet aujourd'hui. Et là, du coup, il n'y a aucun journaliste justement qui peut aller sur place. Toi, tu es en contact du coup avec tes anciens fixeurs là-bas? Ouais. En fait, la plupart des fixeurs qu'on a sortis, heureusement que j'ai pu sortir avec nos collègues, il reste encore quelques-uns parce que le ministère des Affaires étrangères en France, ils ne veulent plus évacuer des gens qui nous ont aidés parce qu'avec nouveaux politiques, avec nouveau gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur, donc lui, il ne veut plus de réfugiés. Donc nous, on n'arrive pas malheureusement à sortir les journalistes locaux, les femmes journalistes notamment qui nous ont aidés. Même que leur statut, même qu'en France, on dit, enfin les CNDA, la Cour nationale de droit d'asile, avait communiqué que les femmes afghanes sont considérées comme réfugiées automatiquement. Elles peuvent bénéficier d'un statut de réfugié automatique. Et aussi la Cour de justice de l'Union européenne, pareil, en 2024, l'année dernière, la Cour de justice de l'Union européenne disait que les femmes afghanes considérées comme réfugiées automatiquement et on ne leur donne pas de visa. C'est quoi? C'est qu'un coup de communication. Donc pour moi, oui, c'est une campagne de communication de la part des politiques qui font ça sur les réseaux sociaux en disant que oui, les femmes afghanes, on les aide, on leur donne un statut de réfugié automatique. Mais comment vous voulez qu'elles arrivent en France sans visa? Elles ne peuvent pas travailler sans argent, sans visa, sans chaperon, parce qu'elles ne peuvent pas quitter l'Afghanistan sans chaperon. Celles qui ont pu partir de l'Afghanistan avec un petit frère, au Pakistan ou dans les pays limitrophes, au Pakistan ou en Iran, et ils attendent toujours un visa pour la France, pour l'Europe. Comment tu fais, toi, pour gérer toutes ces informations-là? Tu gères toutes ces informations difficiles? En fait, je cache pas que c'est difficile. Après la mort de Mahsa Amini, cette jeune fille qui a été tuée en Iran en 2022, parce que son foulard mal ajusté, et puis le mouvement Famille Liberté. Juste quelques jours après sa mort, je me suis dit, ça va pas en fait. Aucun journaliste n'est autorisé à aller en Iran, mais moi je peux en fait. Moi je peux en fait m'infiltrer en Iran et raconter tout ça. Donc oui, j'ai risqué, alors que vous voyez, être filmé. T'as quand même risqué ta vie. J'ai risqué ma vie, mais je raconte dans le bouquin, Famille Liberté, un reporter infiltré au corps de la révolte iranienne, publié en France. Donc, je raconte ça, comment je me suis infiltré, justement, et que risque, c'était quoi? Donc, c'était la peine de mort. Être arrêté en Iran sans une autorisation filmée, c'est la peine de mort directe. Donc, malgré tout, je voulais vraiment faire entendre leur voix, en fait, de cette jeunesse. Ce qu'on voit aujourd'hui ailleurs, la génération Z, un peu partout au Népal, ils ont remercié leur gouvernement, on voit ça au Maroc aujourd'hui et ailleurs. Donc c'est important de leur donner la parole, aller raconter leur vie de plus près de ces mouvements populaires. Donc c'est important aujourd'hui. Si aujourd'hui la plupart des journalistes n'arrivent pas à partir sur certains terrains difficiles, je pense qu'il y en a quand même, il reste encore des gens comme moi, qui parlent la langue, qui ont une double nationalité, qui ont plusieurs passeports, ils peuvent quand même partir et raconter ça autrement. Et je pense qu'on a besoin aussi des journalistes locaux avec qui on peut collaborer et raconter tout ça. On ne peut pas comprendre la réalité sans les voix locales et les reporters locaux. Et c'est important de mentionner que un fixeur n'est pas seulement un fixeur, un guide. Un fixeur aussi, c'est celui qui est auteur du reportage. C'est lui qui, sans qui on n'arrive pas à réaliser un reportage. Et donc, il n'y aura pas de reportage sans ces fixeurs. Et c'est important de les mentionner, c'est important de leur nommer et de dire que on vous partage ces histoires, on vous partage. C'est grâce à ces fixeurs qu'on arrive à entendre la voix des femmes iraniennes, la voix des femmes afghanes, la voix des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Surtout qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de journalistes qui peuvent aller sur ces terrains-là. Donc c'est hyper important de préserver ceux qui peuvent nous donner des informations sur place. C'est important de les aider, aussi les protéger. Notamment, on parle des journalistes gazaouites en Palestine. Donc sur la bande de Gaza aujourd'hui, c'est grâce à ces journalistes locaux qu'on arrive à comprendre le conflit là-bas.
Donc, c'est important aussi de soutenir nos consoeurs, nos collègues qui sont aujourd'hui sous les bombardements en Ukraine ou à Gaza. Donc, aussi les faire entendre, dire qu'il nous faut un accès sur ces terrains. Il nous faut un accès à Gaza parce Là, du qu'aujourd'hui, coup, il y a des bateaux qui vont vers Gaza pour essayer de libérer le blocus. on Et a besoin il y a des de... journalistes sur place sur ces bateaux. Ouais, c'est notamment, en fait, il faut protéger parce que le journalisme n'est pas un crime. Le journalisme n'est pas un crime et qu'il ne faut pas qu'il soit des cibles des militaires. Et c'est le cas. Ces dernières années, ça a été les années les plus meurtrières pour les journalistes sur les terrains de conflit. Ah oui, on a perdu plus de 200 journalistes à Gaza, on a perdu des journalistes un peu partout dans le monde. Hein. On ne cache pas qu'au même en France, les journalistes ont reçu des menaces, notamment pendant l'élection présidentielle en 2017, pendant les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, les journalistes blessés. Et ben encore aujourd'hui, à n'importe quand, on peut être rappelé par les autorités, dire que voilà, pourquoi vous avez fait cette enquête-là sur la police, pourquoi vous avez fait cette enquête-là sur je ne sais pas quoi. Donc sur un ministre ou une ministre peut nous menacer aussi de dire que si vous faites une enquête sur moi, je vire. Parce que moi je suis la ministre de la Culture par exemple. Comment on peut faire pour un petit peu mieux, t'as peut-être pas forcément la solution à ça, mais comment on peut faire pour mieux protéger le journalisme aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il est quand même dans une situation compliquée. Il y a la menace de la privatisation aussi pour le service public. Je pense qu'aujourd'hui, il faut soutenir le journalisme en regardant les reportages, en partageant les reportages. Un geste simple, hein. Il faut bien vérifier l'info aussi, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas une éducation aux médias, une vraie éducation aux médias à travers les écoles Il faudrait plutôt démocratiser ça, continuer à faire de l'éducation aux médias dans les lycées, dans les collèges. Un exemple, je te donne, moi j'ai fait une intervention dans un collège et donc un môme m'a dit ma mère regarde CNews, je regarde aussi CNews. J'ai demandé vous regardez quoi, quelle chaîne, et il m'a dit ma mère regarde CNews, moi je regarde aussi CNews. Je dis qu'est-ce que c'est vous? J'étais surpris parce que on fait pas des recherches en fait même qu'au oui, regarde ce que les parents mettent quoi. Les parents mettent, donc alors que la personne a 14 ans quoi. Déjà, je pense qu'à 14 ans on peut quand même vérifier, regarder ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut pas regarder. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de nous présenter des outils. Est-ce que tu conseilles aux jeunes journalistes qui ont envie de faire du terrain de guerre? Lisez. Faire des recherches, rencontrer des journalistes qui ont pu partir déjà, renseignez-vous avant de partir parce que déjà arrivé plusieurs journalistes qui ont été arrêtés ou qu'en fait parfois ils ne voulaient même pas prendre un fixeur parce qu'ils parlaient un peu la langue locale. Donc faites pas ces erreurs. Pour toi c'est important d'avoir un fixeur? C'est important d'avoir un fixeur. C'est important de au moins connaître quelques personnes quoi. Pas forcément fixeur. Vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir des contacts sur place. Pas forcément fixeur parce qu'en fait, quand vous partez dans un pays que vous connaissez pas la langue, que vous ne connaissez pas le pays, c'est important parce qu'il y a aussi une compréhension culturelle. Parce qu'on peut tout de suite être pas respectueux par rapport à la culture locale, ou la langue, je sais pas, enfin voilà, il y a des astuces et c'est important que les journalistes qui ont assez d'expérience de terrain puissent raconter leur expérience dans les écoles de journalisme. Je connaissais quelqu'un, il me dit alors est-ce que tu connais la population de Kaboul? Non, pas du tout. Alors qu'en fait la personne a travaillé en Afghanistan depuis 20 ans. Imagine. On ne connaît pas même mes connaissances géopolitiques aussi parce que moi j'aimerais quand je pars dans un pays, j'aimerais au moins savoir sur la culture, l'histoire un peu, voilà, au moins sur la politique, sur la situation géopolitique, sur aussi au moins dire quelques mots dans leur langue natale parce que comme Nelson Mandela a dit, si vous parlez dans une langue de quelqu'un qui comprend, c'est-à-dire en anglais, si je te parle en anglais, tu comprends l'anglais. Mais si je te parle en français, parce que c'est ta langue natale, il va dans ton cœur.
Donc, c'est-à-dire, en fait, il y a un feeling avec. Oui. Alors que si je te parle anglais, bah, tu vas comprendre, mais Pas pareil. va dans ta tête, va pas dans ton cœur. Et Mandela a dit, si tu parles dans la langue de la personne, donc il va dans son cœur. Donc c'est important de quand même communiquer, de dire quelques mots dans la langue. Parce que là, je disais, j'ai appris quelques phrases en groenlandais. Je disais, Royanauswar, ça veut dire merci beaucoup en groenlandais. Et j'arrive même à dire, comment allez-vous? Alors je m'appelle, je peux me présenter aujourd'hui. Vas-y. Parce que c'est important. Qanak Qasraqpit, ça veut dire, comment tu t'appelles? Et je dis, bah, Mortaza Qasraqpona. Et ça veut dire, je m'appelle Mortaza. Mais comment t'as fait pour apprendre ça? Merci en afghan, donc en persan, ça veut dire, soit on dit merci, soit dire mamnoun, c'est pas. En kurde, en arabe, on dit shukran, en russe, on dit espasiba, en anglais, thank you, en groenlandais, on dit qoyanauswak. Ça veut dire merci beaucoup. Mais c'est trop fort comment tu parles groenlandais, je suis choquée. J'aime trop. Alors qu'en fait, ça n'existe même pas la langue dans Google Translate, imagine. T'as fait comment pour l'apprendre? Comme ça avec eux, quoi. J'ai Ah, vécu... sur place. Ah oui, une fois, ma première visite, c'était 40 jours au Groenland. Imagine, moins 25 degrés, 40 jours, c'est pas facile. Hein. T'es vraiment passionné quand même. Ah bah oui, j'ai fait des chiens de traîneau, j'ai fait courir sur les banquises, marathon sur les banquises, donc imaginez. Les aurores boréales toutes les nuits, donc c'est la vie des reporters. La vie de reporter. Ben, merci beaucoup Mortaza, c'était un plaisir de t'avoir merci beaucoup Léa. Sur cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, c'était vraiment un plaisir de te recevoir Mortaza sur cette chaîne. J'espère que tu as apprécié le matcha. Merci, c'était trop bon. En plus, ce matcha-là avec les sirops, c'était le meilleur. Au top. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce moment. Merci encore Mortaza. Merci Léa. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker la vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et on vous fait plein de bisous. Bisous. Des bisous.